Dans le cadre d'un séminaire sur les représentations de la sexualité dans les espaces narratifs contemporains que l'analyse de la vie sexuelle de Catherine M. fut d'abord l'objet d'un travail final sur lequel se base cette communication. Publiée en 2001, cette autobiographie, écrite par Catherine Millet, a créé un engouement médiatique considérable lors de sa parution. L'auteur raconte son expérience sexuelle dans son ensemble, ne se gênant pas pour parler des orgies des relations libres auxquelles elle a participé, empruntant un vocabulaire propre à la pornographie sans toutefois viser l'excitation de la lectrice, désirant plutôt jeter un regard impudique sur ce qu'elle a vécu. Certains ont tout de suite condamné Millet en la traitant de pute, de nymphomane ou encore de vierge folle, d'autres, peut-être plus avisés, y ont saisi la transmission sincère de sa sexualité. Nous verrons, par le dévoilement de sa vie sexuelle, que Catherine M. fait preuve d'une ouverture presque infinie et d'une passivité apparente dans l'expérience sexuelle désacralisée. Cette soumission lui permet d'atteindre le plaisir de la liberté. Cela passe à la fois par l'espace et le nombre, des titres de chapitres qui sont aussi des thèmes dominants dans l'œuvre. Les lieux, dépouillés de leur tangibilité, où s'aventure Catherine M. pour vivre sa sexualité, ne sont pas ceux habituellement réservés à cette fin. Ils sont aussi placés hors du temps. Le personnage tente à la fois de s'y perdre et de s'y retrouver. Le nombre de partenaires qu'a eu Catherine au cours de sa vie reste flou, faisant des hommes des entités interchangeables. Dans l'absence de barrières physiques et morales, Catherine M. tire une grande fierté de son extrême ouverture. C'est ainsi, paradoxalement, en se laissant aller sans se limiter et en se perdant dans le désir d'autrui, qu'elle fait preuve d'une impunité intrinsèque. Catherine Millet, pour décrire son œuvre, ne parle pas de transgression, mais bien de permissivité dans sa sexualité, terme que l'écrivaine Chantal Thomas qu'elle a trouvé particulièrement juste pour décrire son œuvre. La liberté rencontrée dans le récit ne peut s'accomplir sans la flexibilité de l'espace et du monde. Le nombre est le titre de la première partie, mais cette question transcende le récit en entier. Une certaine manie de compter et de donner de l'importance aux chiffres intervient dans ce que nous connaissons de l'enfance de Catherine. Dans sa vie sexuelle, il s'agira d'aller au-delà de ces données concrètes. Le nombre de partenaires qu'elle a eu dans sa vie reste ainsi nébuleux. Elle-même ne peut savoir avec combien d'anonymes elle a été, ce qui crée une impression d'infini. La narratrice affirme qu'elle peut identifier 49 hommes par qui elle a été pénétrée, je cite, mais qu'elle ne peut chiffrer ceux qui se confondent dans l'anonymat. Précisons que cette dispersion sexuelle, comme elle l'appelle, est vécue positivement. Par exemple, dans le 2e chapitre, lorsqu'elle fait mention des orgies qui avaient lieu la nuit dans des endroits publics, Catherine dit qu'elle voulait se retrouver dans le noir total à cause du, je cite, plaisir qu'elle trouverait à se laisser engloutir par une nappe indifférenciée de chair. Le groupe d'êtres humains est assemblé en une seule et même substance et leur individualité est anéantie. Cela rejoint le propos de Louise Crote dans son mémoire présenté à l'Université de Montréal à propos des représentations du sexe chez Arcan, Despentes, Labrèche et Millet, lorsqu'elle dit que, je la cite, « La pornographie cherche à isoler une sexualité pure, débarrassée de la psychologie des actants, ou d'autres facteurs qui pourraient entraver le déroulement du désir. Millet, quant à elle, s'empare de la sexualité comme lieu d'une solitude exemplaire, où l'individu est plus que jamais réduit à son corps et à ses sensations, et où l'autre est plus que jamais étranger. » Fin de la citation. Le personnage vit dans ses sensations, et peu importe avec qui et combien de personnes elle est, si elle peut se dissoudre dans leur corps. Et cette indifférence va si loin qu'elle dit ne pas choisir ses partenaires, je la cite, quel que soit leur nombre, étant donné les conditions dans lesquelles elle se livrait, son père fut-il du nombre, elle ne l'aurait pas reconnu. Les interdits que nous aurions pu nous attendre à rencontrer sont facilement franchis. Même si à aucun moment il n'est dit qu'elle se livre à l'inceste, il s'agit ici d'un bon exemple de son indifférence passive quant au nombre et aux identités. Se fondant en eux, elle dit qu'elle avait sa place lorsqu'elle était, je cite, entourée, portée, pénétrée par des ombres. La liberté dont elle fait preuve dans ce genre de situation lui permet de se dérober à la réalité et aux normes qu'elle suppose, d'évoluer dans un espace incertain. Dans une entrevue avec Christine Palmieri, Millet répond à une question rapprochant le rythme du récit et le thème du nombre en s'exprimant en ces termes. Je la cite. « Le nombre dont il est alors question est infini, et c'est de me fondre dans cet infini dont j'ai tiré en effet beaucoup de plaisir. Ce plaisir peut se rapporter à celui, très archaïque, qu'on appelle océanique. C'est un état d'indistinction entre soi et le monde, et cet état est aussi celui d'un ensevelissement. » Fin de la citation. Ce qu'il est possible de comprendre dans cette explication, c'est surtout que cette sensation d'extase qu'elle recherche dans l'abandon des bornes morales ou physiques dans la sexualité est liée à cette impression de disparaître dans ce qui est innombrable et infini. Comme dans la pornographie,
L'imprécision et l'anonymat dans lesquels sont placés ses partenaires anéantissent leur individualité. Comme dans la pornographie, ils sont réduits à des corps en mouvement. Dans sa thèse présentée à l'Université de Toronto à propos des stratégies discursives dans les littératures françaises et québécoises au féminin, Joëlle Papillon affirme que chez Millet, je la cite, « Le sujet féminin échappe au partenaire, et que cette faculté d'évasion est liée au sujet désirant. » Fin de la citation. C'est cette même permissivité qu'il est possible de constater dans le terme de l'espace. Ce thème s'accompagne de besoin du personnage de s'y déployer, de conquérir de la place, mais aussi de s'y perdre. Dans l'obscurité des orgies extérieures, il y a une fuite de ce qui est reconnaissable et mesurable dans sa façon de penser les lieux. Par exemple, elle dit « Si cela avait été possible, j'aurais aimé chaque matin ouvrir les yeux sur les ombres d'un plafond encore inexploré et, au sortir des draps, rester quelques secondes vacillantes dans le no man's land d'un appartement dont on a oublié depuis la veille dans quelle direction se trouve le couloir menant aux toilettes. » Elle cherche à se perdre dans l'espace qu'elle occupe. Catherine raconte qu'elle était forcée de dormir dans le même lit que sa mère quand elle était enfant, ses parents ne partageant plus la chambre conjugale, et que pour découvrir le plaisir sexuel par le biais de la masturbation, elle devait se positionner en chine-fusil et faire le moins de bruit possible. Ainsi, je la cite, « On comprendra qu'elle ait à ce point associé l'amour physique à une conquête de l'espace quand on sait qu'elle est née dans une famille qui logeait à 5 dans un appartement de 3 pièces. » Fin de la citation. Elle a voulu se soustraire à cette contrainte vécue pendant l'enfance lorsqu'est venu le temps de vivre sa sexualité. Il est facile de constater, surtout dans le chapitre espace, qu'une grande partie des relations sexuelles se passe à l'extérieur. La narratrice l'explique en disant « Mes expériences sexuelles sont indissociables du besoin de prendre l'air. Il en fournit même l'origine. C'est lors de ma première fugue que j'ai perdu ma virginité. » L'union de la fuite, de la sexualité et du plaisir marque le texte à plusieurs reprises. Nous nous rendons compte malgré tout que l'espace a ses limites et que ce sont celles-ci qui sont dépassées par Catherine. À ce sujet, Nathalie Morello, dans un article appelé Subject and Space in Catherine Millet, la vie sexuelle de Catherine M., explique, je traduis de l'anglais, vous ne voulez pas m'entendre parler en anglais. L'espace extérieur est expérimenté de plusieurs façons. Il peut sembler ouvert et illimité, mais il est également décrit comme étant contenu dans ce qui ressemble à une bulle d'air, dont la limite extérieure peut à son tour être fixée et ou imperméable, souple et ou perméable, de manière à permettre à l'air d'être évacué ou absorbé. Par-dessus tout, la narratrice aime avoir la sensation que l'espace est élastique. Fin de la citation. En ce qui concerne l'espace privé ou replié, Catherine dit « On se rétracte plutôt l'un dans l'autre, en parlant d'elle et de son partenaire. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours pour elle de trouver une certaine plénitude, que ce soit dans l'espace extérieur et ouvert ou dans l'espace intérieur et restreint. Lorsqu'il y a violation des frontières, puisqu'elles ne sont ni oppressantes ni trop flexibles, comme quand elle a des rapports sexuels dans des endroits interdits, son besoin de sortir d'elle-même est satisfait. Une dualité très tranchée sépare les lieux ouverts et restreints, mais ils se rejoignent dans ce que nous pourrions appeler un déploiement de soi dans l'espace. Si le vide représente la liberté absolue, la fuite dans un mouvement extérieur à soi, le plein fait référence à un sentiment de totalité dans le repli infini sur l'acte sexuel. Entre ces deux extrêmes, le personnage se perd et tente, je la cite, d'accéder à des parties d'elle-même. Cela en parcourant des distances géographiques, en partie abstraites. Martine Delvaux, dans son article « Catherine Millet, l'archive du sexe », dit que chez Millet, la sexualité est le lieu du voyage, du déplacement, de l'expérimentation du temps et de l'espace. C'est à quoi le personnage aspire. Dans ces conditions, Catherine fait preuve d'une grande passivité, s'abandonnant à ses amants tout comme à ses lecteurs. Comme elle se permet une ouverture considérable dans ses pratiques sexuelles, elle se soumet au désir des autres. Cela se manifeste dès les premières pages lorsqu'elle dit « Je suis entrée dans la vie sexuelle adulte comme, petite fille, je m'engouffrais dans le tunnel du train fantôme pour le plaisir d'être ballottée et saisie au hasard, absorbée comme une grenouille par un serpent. » Elle compare ses expériences sexuelles avec sa connaissance d'un manège dans lequel elle n'avait aucun contrôle et à qui elle faisait confiance à l'aveugle pour en retirer une certaine volupté. La comparaison établie entre la grenouille engloutie par le serpent et sa vie sexuelle la met dans une position de soumission face à ce qui la domine entièrement. Il ne faut toutefois pas faire l'erreur d'y voir là un asservissement aliénant, mais bien une volonté assumée du personnage. Elle se laisse faire, s'attendant à recevoir la sexualité des autres, disant que son corps s'ouvrait au contact de ces derniers et qu'une fois l'acte terminé, on la laissait se détendre.
Elle recherche plus ou moins sa propre jouissance, sauf dans ses fantasmes où l'orgasme est toujours achevé, affirmant sans détour, je la cite, « Autant dire que j'ai souvent fait passer au second plan mon propre plaisir. » Si ce n'est pas nécessairement le plaisir de la jouissance qu'elle recherche dans ses relations sexuelles, il semble que ce soit avant tout le plaisir de la liberté que procure l'insoumission. Mais aussi, elle parle de l'acte sexuel comme d'un refuge contre le regard ou les échanges verbaux. Catherine ne cherche pas à échanger avec les autres ou à créer des liens, mais bien à, je la cite, se laisser aller dans une complète rétraction de sa personne. Cela peut sembler contradictoire d'effectuer ce mouvement vers l'extérieur tout en se confinant en elle-même, mais puisqu'elle cherche à se laisser aller librement dans sa sexualité, en excédant ses limites, il est certain qu'une partie d'elle-même, son plaisir notamment, se perd en elle. Les hommes n'y ont pas accès. Quelque chose leur échappe toujours. Évidemment, ce qui n'est dit rejoint beaucoup les stéréotypes du genre qui réduisent ce qui est typiquement féminin à la passivité pour l'opposer à ce qui est actif et typiquement masculin. Mais nous aurions tort de nous arrêter à cette seule analyse de la passivité de la narratrice. Dans sa thèse, Joëlle Papillon cite Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe lorsqu'elle dit que se faire objet, se faire passive, c'est tout autre chose qu'être un objet passif. Être passive est une action volontaire chez Catherine M et ne s'oppose pas à sa quête de liberté. Dans leur article Unconditional Consent as Lifestyle, la vie sexuelle de Catherine M, by Catherine Millet, Yvette Rocheron et Nicole Fayard expliquent à ce sujet que, je traduis, la liberté de Catherine est provocatrice. Elle coupe avec les anciennes dualités qui pensent le comportement sexuel féminin en termes de respect et de répression. Ces conventions dictent que le fait que les bonnes femmes savent contrôler leur passion sexuelle. Elles disent non au bon moment, et ainsi de suite. Fin de la citation. C'est certainement cette contradiction qui a suscité les critiques réquisitoires que nous avons mentionnées en introduction. La narratrice se permet à la fois d'avoir des relations sexuelles non conformes, de se perdre dans les désirs des autres, mais aussi, et surtout, de se respecter et d'y chercher avant tout son propre plaisir. En plus de cela, elle ne ressent ni honte ni regret à la suite de ces relations qu'elle considère comme étant naturelles. L'obligation de dire non, par souci d'inconvenance, est inversée. Il s'agit plutôt de dire oui à l'excès. Et quelque chose d'important échappe à ses partenaires. À ce sujet, Joëlle Papillon affirme que, je la cite, son corps, ouvert et occupé par la rencontre sexuelle, est pris en charge et elle s'en désinvestit complètement, ce qui lui permet de libérer son esprit. Plus loin, elle dit aussi qu'il s'agit d'une stratégie de survie en milieu hostile. À pousser la soumission aussi loin, celles-ci apparaissent tous sauf soumises, d'où la gentilité paradoxale que nous avons pu y trouver. Mais il est aussi évident que la narratrice, malgré sa passivité, rencontre ses fantasmes dans ce qu'elle considère comme de l'avilissement, mais aussi dans ses plaisirs et déplaisirs. Ce que nous entendons ici par déplaisir est très souvent lié à la question du plaisir. Par exemple, après une orgie particulièrement intense, elle avoue avoir eu mal, mais tout de même, retirer, je la cite, la satisfaction toute personnelle de ne pas s'être sentie empêchée. Ainsi, l'absence d'incidents perturbateurs et la possibilité de vivre sa sexualité de façon illimitée deviennent sa véritable source de plaisir. Plus le personnage va loin dans ses pratiques les plus diverses, et plus ce type de plaisir est présent. À un moment, elle explique que s'imaginer être le sac à foutre des congressistes énervés pendant qu'ils téléphonent à leurs femmes, elle a un de ses scénarios les plus sûrs pour l'amener à jouir d'un état d'avilissement maximum. Ce type de jouissance est donc rencontré lorsqu'elle se permet de dépasser ce qu'elle considère comme obscène. La douleur physique et la dépravation ne la rebutent pas, au contraire, un fort sentiment de liberté s'en dégage. C'est ainsi dans la démesure qu'elle atteint la satisfaction. Elle affirme encore, dans une parenthèse, après avoir raconté un épisode où elle se fait uriner dessus, que, je la cite, tout exercice sexuel plus ou moins original, loin de la rabaisser, était au contraire une source de fierté, comme un jalon de plus dans la quête du Graal sexuel. L'absence de normes est une finalité en soi. La quête de Catherine ne se résumerait donc pas à la simple jouissance sexuelle, mais bien à la permissivité dans ses pratiques. À ce sujet, Rochefort et Fayard disent encore, je les cite, qu'être différente de la majorité des jeunes femmes et de résister ainsi à la normalisation est dans la vie une forme de petite transgression. En décidant de quelle façon vivre sa sexualité, Catherine M fait preuve d'agentivité. Puisque la narratrice s'adresse directement à la lectrice à quelques reprises, nous pourrions aussi croire que cette tendance à se donner à l'autre se retrouve dans l'écriture.
Ce geste serait ainsi performatif, c'est-à-dire que par l'action d'écrire, elle manifesterait cette même capacité de s'abandonner, comme avec l'une de ses ombres similaires à celle avec qui elle copule dans le noir. Puisqu'il s'agit d'une action volontaire, celle de se donner, de se perdre et de le rendre dans l'écriture, la prédisposition qu'elle a de s'ouvrir à tous, amants et lecteurs potentiels, pourrait devenir une autre preuve de son agentivité. Pour Catherine, le récit et le fantasme en montrent plus que le réel, vont plus loin dans la quête du plaisir et dans ce qu'elle peut se permettre. Cette possibilité d'amener la lectrice dans le fantasme est liée à ce que nous disions plus haut en parlant de l'espace et du nombre, puisqu'il s'agit de trouver le plaisir dans, je la cite, un transport hors de soi et du monde, c'est-à-dire aussi bien hors du temps. Comme dans sa sexualité, elle effectue une sortie d'elle-même, une sortie du réel, dans l'écriture. Elle se permet de tout écrire, comme elle se permet de tout faire sexuellement. Donc, concluons. Dans la vie sexuelle de Catherine M., le personnage n'aura aucun scrupule à dépasser l'espace et le nombre et d'aller dans leur excès pour trouver sa liberté, dans l'exercice de sa sexualité. La permissivité, plutôt que la transgression, dans ses relations et ses fantasmes, est un passage par lequel Catherine atteint le plaisir d'être libre et dans lequel elle fait preuve, dans sa grande passivité, d'agentivité. Par le récit, elle a la possibilité de se voir aller très loin dans ses diverses pratiques sexuelles. Ce retour lui donne l'occasion de tenir un discours et d'apporter une subjectivité particulière sur son vécu. Dans son explication « Comment et pourquoi ?», l'utopie proposée par Catherine Millet est celle d'un monde dans lequel on ferait preuve d'une très grande tolérance face aux diverses pratiques sexuelles et où on pourrait baiser dans le hall d'une gare sans qu'aucun passant ne s'en offusque. Bien que l'auteur dise à deux reprises dans la vie sexuelle que Catherine M qu'elle ne s'identifie pas à la philosophie féministe, elle précise tout de même, dans Comment et pourquoi, qu'elle dédie son texte aux femmes en général, avec qui elle aurait aimé dévoiler ce qu'elle révèle à sa lectrice.